Bonsoir, bienvenue dans votre journal de 20h. Nous sommes le vendredi 25 avril. Voici les titres. On en sait plus ce soir sur le profil de l'adolescent de 16 ans qui a tué une lycéenne hier à Nantes. Le procureur parle d'un garçon suicidaire et fasciné par Hitler. Le jeune qui avait été le plus gravement blessé hier va mieux. Il est hors de danger ce soir. Comment lutter contre les déserts médicaux? François Bayrou veut obliger les médecins à consulter 1 à 2 journées par mois dans les zones en tension. Ils conserveraient en échange la liberté de s'installer où ils veulent. À Rome, dernier préparatif pour les obsèques planétaires du pape François, 50 chefs d'État. Des centaines de milliers de fidèles sont attendus pour les funérailles qui débuteront demain matin à 10h. En France, les pharmacies de plus en plus ciblées par les braqueurs, les agressions et les vols à main armée sont en forte hausse. C'est l'enquête du week-end. Et puis spectacle, concerts, rencontres sportives, le succès des arénas, ces stades gigantesques. On vous fait découvrir les coulisses d'un business juteux. Et dans 20h30 le vendredi, Laurent Delahousse revient sur le tout premier de ces concerts géants. Été 98, les Bleus sont champions du monde et Johnny Hallyday embrase le Stade de France. Une enquête pour meurtre a été ouverte à Nantes au lendemain de la mort d'une lycéenne poignardée par un élève de 16 ans. On en sait plus sur les circonstances du drame et le profil du suspect. Mais avant de faire le point sur l'enquête, l'émotion et le recueillement des élèves, ils s'étaient donné rendez-vous cet après-midi dans l'enceinte de l'établissement scolaire pour rendre hommage à leurs camarades. Marc de Chalvron, Thomas Paga et Sandrine Ruot. Souvent vêtus de blanc et munis d'une fleur de la même couleur. Ils sont des centaines à être venus pour rendre hommage à Lorraine, la jeune fille de 15 ans, poignardée à mort hier dans son propre lycée à Nantes. Hommage aussi aux autres victimes de cette attaque au couteau. 3 élèves ont été blessés, dont un grièvement. Une cérémonie était organisée à l'intérieur de l'établissement réservé aux élèves du collège et du lycée. L'occasion pour ces derniers, bouleversés par ce drame, de se rassembler. Ça permet un peu de lâcher un peu les émotions, de pouvoir se rassembler en sa mémoire. Je trouve ça beau. C'est quand tu te retrouves toute seule, c'est un peu genre là où tu te rends compte de ce qui est arrivé. Mais là, quand on est tous ensemble, ça fait du bien, quoi. En fait, c'est comme si c'était un vrai décès de ta famille, un peu. Je sais pas comment expliquer. C'est arrivé dans notre lycée, en fait. Là où on va tous les jours, où normalement tu rigoles avec tes copains, tu travailles, t'apprends, et pas du tout maintenant. Enfin, c'est bizarre. Sobriété et recueillement. Le père de Lorraine a salué cette initiative dans un message diffusé sur les réseaux sociaux et demandé aux élèves de ne pas apporter de photos de sa fille. Préservons l'image de Lorraine, telle que nous avons pu la connaître. Le souvenir de Lorraine, qui ne sera pas seulement lié à cette tragédie. À l'intérieur, les élèves ont pu déposer leur bouquet de fleurs, observer 1 minute de silence. À l'extérieur de l'établissement, des parents, des anonymes et de nombreux anciens élèves du lycée tenaient à être là pour cette journée particulière. Je me dis que c'est très beau à voir, de se dire qu'il y a tellement de personnes qui ont pensé à faire de venir. Et j'espère que les personnes, les familles en deuil qui vont voir ce mouvement se sentiront un peu réconfortées. On a vécu toute notre scolarité ici et c'était nos meilleures années de notre vie. On est encore amis ensemble et c'est pas une place, ça doit pas arriver dans un lycée, quoi. Un motif de réconfort pour tous. Les 3 élèves blessés sont désormais hors de danger. Sur le plan de l'enquête, on en sait plus donc ce soir sur le profil de l'assaillant. Un élève de seconde, scolarisé dans l'établissement, décrit par le procureur comme extrêmement solitaire et fasciné par Hitler. Laurence Naon avec Thomas Paga et Sandrine Ruot. Quelles raisons ont poussé Justin P., 16 ans, à tuer et blesser hier? Pour l'instant, pas de mobile, pas de motivation claire, mais une violence inouïe, comme le raconte le procureur de la République de Nantes. Sans un mot, entièrement masqué, l'adolescent s'est acharné sur sa première victime, une jeune fille de 15 ans. Il a donné 57 coups de couteau sur le corps de cette victime. La plupart, voire l'intégralité des coups de couteau ont été donnés sur le haut du corps. Tous les témoins présents indiquent qu'il a continué à s'acharner sur elle alors qu'elle était tombée à terre. Ce n'est pas par hasard qu'il s'en prend à elle. C'est la seule personne avec laquelle il entretient de bonnes relations
au sein du lycée. Il blessera ensuite 3 autres élèves. Un technicien informatique du lycée parvient à stopper sa course funeste en lui assénant un coup de chaise sur le crâne. 8 minutes plus tard, la police l'interpelle. Ce lycéen en seconde, inconnu des services de police, présente un profil dépressif. Il s'agit d'un jeune, à l'évidence, suicidaire. Et c'est un jeune décrit par tout le monde comme étant extrêmement solitaire. Personnalité qui a inquiété sa mère. Elle le fera suivre à 6 reprises par des psychologues et éducateurs. Selon le procureur, le suspect a également évoqué sa fascination pour Hitler. Avant les vacances scolaires, il a même été convoqué par la direction du lycée pour des dessins à la gloire du Troisième Reich. Il en parlait avec les autres élèves. Il nous écrit un message, il nous dit ouais, vous aurez fait quoi si vous étiez dans les temps des nazis? Je lui dis mais c'est quoi ta question? Je sais pas moi, ce que j'aurais fait ou comment ça aurait été. Il nous dit que moi je pense que j'aurais été un nazi avec eux parce que j'aime pas les juifs ou quoi que ce soit. Depuis hier, le jeune homme est interné en psychiatrie dans cet hôpital. Un médecin a jugé que son état n'était pas compatible avec une garde à vue. Il devrait être transféré dans les prochaines heures dans une unité pour adolescents suicidaires. Ce drame aurait-il pu être évité? Comment renforcer la sécurité de nos établissements scolaires face à la hausse de la circulation des armes blanches? Dès hier, le Premier ministre a évoqué l'installation de portiques et le renforcement des contrôles. Sur le terrain, les professionnels demandent surtout davantage de moyens humains pour agir en amont auprès des jeunes. Peggy Moget, Margot Julia, avec nos équipes en région. Bonjour, vous allez vous répartir, on va fouiller vos sacs. Opération policière surprise hier matin devant ce lycée professionnel du Mans. Les affaires des élèves sont minutieusement inspectées. Entre les cahiers, les forces de l'ordre sont à la recherche d'éventuels couteaux. Ces contrôles aléatoires ont été mis en place il y a 1 mois pour enrayer l'augmentation des signalements d'armes blanches dans les établissements scolaires. Près de 1000 opérations ont eu lieu en France pour 94 armes saisies. Mais ces lycéens de Strasbourg doutent de l'efficacité de cette nouvelle mesure. Fouiller un matin sur un lundi tel et le lendemain on change de lycée, ça va rien. Enfin, si quelqu'un a un couteau dans son sac qui voit les policiers, il fait demi-tour et c'est bon quoi. Donc... Il peut totalement le cacher autre part, le ramener un autre jour, etc. Donc je sais pas vraiment si ça va servir à quelque chose. Le personnel éducatif n'est lui habilité qu'à effectuer des contrôles visuels des sacs. Alors, comment renforcer la sécurité dans les établissements scolaires ? Ce lycée d'Antibes est entièrement clôturé. Des caméras de surveillance ont été installées, ainsi que ce portique de sécurité. Au total, la région PACA a investi 100 millions d'euros pour équiper tous ces lycées. C'est sécurisant, je trouve. Ça fait partie de la sécurité d'un lycée, c'est important. Mais ici, cela n'empêche pas certains de faire entrer des armes. J'en connais qui font ça. Ils font quoi? Qui rentrent avec des couteaux. Quant à installer des portiques détecteurs de métaux comme celui-ci, irréaliste pour les syndicats de personnel. File d'attente trop longue devant les établissements, coûts exorbitants pour tous les équiper. Ils réclament depuis des années que l'argent soit en priorité investi dans du personnel de santé. Le sujet n'est à mon sens pas celui de la sécurisation et du contrôle d'accès, mais celui évidemment encore une fois de la prise en charge psychologique. Pour lutter contre les violences commises par des mineurs avec des armes blanches dans les établissements scolaires, François Bayrou demande au préfet et au ministère concerné des propositions concrètes sous 4 semaines. Dans l'actualité de ce vendredi également, les annonces du Premier ministre pour lutter contre les déserts médicaux. Ils concernent 87% du territoire, 8 millions de Français. La proposition de François Bayrou aujourd'hui, contraindre les médecins à consulter 1 jour ou 2 par mois dans une de ces zones prioritaires, un projet accueilli plutôt fraîchement par les syndicats de médecins. Reportage à Poitiers, Jamila Mimouni et Marie Hollander. Le docteur Xavier Lemercier est un médecin généraliste débordé. Dans son cabinet médical à Poitiers, il enchaîne les rendez-vous. Et il n'imagine pas être contraint d'aller exercer jusqu'à 2 jours par mois, comme le souhaite le gouvernement, dans un désert médical, même avec une compensation financière. C'est de la nuance. Si je vais travailler 2 jours par mois ailleurs, pendant 2 jours par mois, la patientèle de mon territoire, en fait, sera privée des consultations de médecins. Or, sur le territoire dans lequel je travaille, qui n'est pas qualifié de sous-doté, il y a des milliers de patients qui n'ont pas de médecin traitant, et chaque jour, il y a des dizaines de patients qui demandent à ce que je devienne leur médecin traitant. À 35 km de là, à Ménigoutte,
En plein désert médical, la maison de santé fait déjà appel à des médecins qui viennent d'autres départements. Ils se relaient chaque semaine sur la base du volontariat. Le docteur Baptiste Simoneau arrive de Vendée à 2 heures de route. Ici, il est logé et reçoit une vingtaine de patients par jour. On peut croiser les avis entre différents médecins, entre différentes consultations. Et finalement, le patient n'a pas un médecin de famille comme avant, mais il a une famille de médecins. Ça me change de mes patients que je vois toute l'année, avec lesquels il y a parfois peut-être une routine qui s'installe. Donc là, je vois d'autres patients, d'autres prises en charge. Et ça me sort un peu de ma zone de confort habituelle des 51 autres semaines de l'année. Et pour les patients, changer de médecin régulièrement ne pose pas de problème. Ils ont l'air compétents, hein. Non? C'est vous qui le dites. Je trouve que la démarche des médecins qui viennent là est top. Et ce serait bien que ce soit comme ça partout, que ça puisse exister dans plein d'endroits en France, quoi. Les syndicats sont opposés à ce projet d'imposer jusqu'à 2 jours de consultation par mois dans les déserts médicaux. Ils estiment que les médecins libéraux n'ont pas à être contraints et appellent à une grève ce lundi. Les médecins qui subissent de plus en plus d'incidents violents et d'agressions. Et c'est aussi le cas des pharmaciens. Plus 12% l'année dernière, plus 77% par rapport à 2020, des incivilités, mais aussi des vols à main armée qui se multiplient ces dernières semaines à Paris, à Rouen ou encore à Nantes. Qui sont ces braqueurs? Comment opèrent-ils? C'est l'enquête du week-end. Elle est signée Julien Bijard, Régis Maté et Raphaël Durosel. Symbole historique de la santé, la fameuse Croix Verte est touchée par une épidémie de braquage et cambriolage. Dans les villes ou les campagnes, partout en France, des pharmaciens malades d'être ainsi ciblés en première ligne. 11% de vols en plus en seulement un an. Les pharmacies cherchent aujourd'hui le bon traitement. Dans ce quartier populaire à Rouen, les pharmaciens ont vécu un traumatisme il y a 2 mois. Un petit renouvellement? Non, ça c'est pour madame. D'accord. Un braquage à main armée. Ils sont arrivés en courant à 2, cagoulés, flingue à la main, menacer les 3 filles qui étaient là. Sur ces images de vidéosurveillance, les 2 hommes récupèrent quelques centaines d'euros en liquide. Habillé en noir, celui-ci tient un pistolet à la main. Il le pose sur la tête d'une jeune pharmacienne avant de partir. Le choc, le traumatisme pour toute l'équipe qui tient tout de même à rouvrir 2 jours après, malgré la boule au ventre. Je me suis dit que si je revenais pas, je reviendrais jamais. C'est les endroits du matin qui sont compliqués, mais... Quand vous revenez ici, quand même, encore? Ah oui, toujours. On voit bien que ce sont des très jeunes, mineurs, probablement même des gens du quartier. Et là, on se dit, avec tout ce qu'on fait pour le quartier, ça se trouve, c'est des gamins qu'on a soignés petits, pour lesquels on soigne les grands-parents. Et on se dit, mais il n'y a plus de respect, en fait. Un braquage qui a marqué ici tous les esprits. La pharmacie, c'est pour tout le monde. C'est pour moi, c'est pour vous. Donc... Braquer une banque, encore à la limite, tu te dis, on peut avoir des sous, mais une pharmacie, je vois pas l'intérêt, quoi. Ça vous inquiète? Énormément, parce que c'est vrai qu'avant, c'était calme. Des braquages, mais surtout des vols après la fermeture la nuit, comme ici à Nantes. Alban Perrault a même l'impression que les malfrats sont en train de s'acharner sur son officine. La 2e fois, de l'autre côté, côté comptoir, même système, il rentre par l'arrière, il casse la vitre. La voiture bélier, c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à ça. Non pas 1, ni 2 ou 3, mais 4 cambriolages en 4 ans, dont 2 à la voiture bélier, heureusement la nuit, ne faisant aucun blessé. On est mal. Il y a un mal-être qui se crée et ça peut créer un peu une insécurité, un stress ambiant au quotidien. Depuis, des blocs ont été ajoutés par la mairie pour empêcher les véhicules d'être projetés dans sa vitrine. Mais Alban Perrault a bien failli jeter l'éponge. Vous allez bien? Oui, très bien. Ça va? Ouais. Lui, qui a grandi dans ce quartier, est finalement resté pour ses clients. Si décidait de partir un peu lassé par les cambriolages, pour vous, ce serait... Ah ouais, non, ce serait... non, parce que moi je viens tout le temps là, ça fait 7 ans que je viens là, donc... Je me suis posé la question. C'est la sécurité qui doit revenir, c'est pas eux qui doivent nous faire partir. Alors, pourquoi le nombre de vols dans les pharmacies est-il en train de s'envoler?
les officines peu protégées sont en fait des cibles faciles. On s'aperçoit qu'il y a une nouvelle délinquance qui se crée et que c'est plus une délinquance de proximité et opportuniste qui va s'attaquer à une pharmacie juste pour l'appât financier. Mais l'un des plus grands fléaux, ce sont les vols à l'étalage. À Paris, cette pharmacie en subit plus d'un par jour. Vous avez volé ou vous n'avez pas volé? Je n'ai pas volé. D'accord. Alors son gérant a pris le taureau par les cornes. Anti-vol, voire produits retirés quand ils sont onéreux. Des boîtes vides, exactement. C'est triste, mais c'est comme ça. Et surtout, 11 caméras de surveillance placées dans sa seule pharmacie. On avait là. Il y en a beaucoup, pour voir tous les angles. Avec des images visibles de tous les clients pour dissuader. Mais avec ces caméras, le pharmacien s'est rendu compte avec stupeur du profil de ces voleurs. Là, en fait, c'est assez rodé parce que c'est un couple avec un jeune enfant en poussette. Sur ces images, on voit le père sortir un produit de l'emballage, puis le glisser dans sa poche. La sortie familiale, c'est de voler dans la pharmacie du quartier. On se rend compte que même des personnes avec qui on peut échanger régulièrement venaient nous voler quotidiennement, quoi. Pour renforcer la sécurité, un texte de loi sera examiné début mai au Parlement. L'Ordre des pharmaciens demande plus de sévérité sur les peines encourues. Un nouveau témoignage qui semble mettre à mal la défense de François Bayrou dans l'affaire Betaram. D'après la fille du Premier ministre, celui-ci aurait bien échangé avec le juge chargé d'enquêter sur des faits de viol. Un épisode que le Premier ministre avait d'abord nié avant de changer de version. Anthony Joly. Empêtré dans l'affaire Betaram depuis 2 mois, François Bayrou n'imaginait sans doute pas que sa propre fille viendrait à son tour fragiliser sa défense. Hier soir, Hélène Perlan est questionnée sur une rencontre datant de 98 entre son père et le juge d'instruction Christian Mirande. Au cœur de l'entretien, la mise en examen pour viol du père Caricard, ancien directeur de l'établissement catholique. Selon l'ancien élève de Betaram, François Bayrou rentre alors à la maison et se livre. Il ne s'en souvient pas, je pense, mais je suis là le soir où il rentre de chez le juge Mirande. On est là tout seuls, tous les deux. Et il me dit, ne le répète surtout pas, j'ai juré d'être dans le secret de l'instruction. Est-ce que tu crois possible ça? Donc il vous a confirmé avoir parlé au juge Mirande? Avoir juré au juge Mirande de ne pas trahir le secret de l'instruction. Des déclarations qui semblent contredire les propos tenus par son père ces dernières semaines. François Bayrou avait d'abord nié avoir rencontré le juge Mirande, assurant même ignorer toute affaire de violence sexuelle à Betaram, avant finalement d'admettre des discussions informelles avec le juge. On a pu parler de l'ambiance, on a pu parler de l'établissement, jamais du dossier. Le juge Mirande, lui, avançait une autre version devant la commission d'enquête parlementaire, comme devant notre caméra. François Bayrou serait venu à son domicile avec la ferme intention de parler des accusations de viol qui visaient le père Caricard. En 98, au regard des éléments donnés par les médias locaux ou nationaux, et il ne pouvait plus l'ignorer. Il est venu me voir parce que son fils y était élève. Il était inquiet, il voulait savoir ce qui pouvait se passer. Aujourd'hui, l'entourage du Premier ministre reconnaît que cette rencontre a eu lieu, mais réfute toute violation du secret de l'instruction. François Bayrou sera auditionné à ce sujet par la commission d'enquête parlementaire le 14 mai prochain. Le cercueil du pape a été scellé ce soir dans la basilique Saint-Pierre du Vatican. Un peu avant, Emmanuel Macron avait pu se recueillir devant sa dépouille. En tout, pendant 3 jours et 2 nuits, 250 000 personnes ont pu le voir une dernière fois. Après une ultime nuit de veillée, place demain aux funérailles. Des centaines de milliers de personnes et 50 chefs d'État sont attendus dès demain matin à Rome. Claire Vérove avec Charline Madini et Antoine Placier. Ils sont les tout derniers à pouvoir entrer dans la basilique. C'est fini. Pour espérer voir le pape une ultime fois, ses fidèles ont attendu en chanson devant le Vatican. On est dans la file depuis 2 heures. Je suis la dernière, mais clairement la plus heureuse. Je peux enfin prier pour le pape. Des délégations du monde entier arrivent à Rome. Ici, le président brésilien Lula. 50 chefs d'État sont attendus et parmi eux, Emmanuel Macron et son épouse, venus se recueillir avant la fermeture du cercueil. Dernières heures avant une cérémonie historique.
Pour la première fois en plus de 300 ans, le cercueil traversera le cœur de la ville sur 4 km. La procession passera notamment sur cette route, devant l'un des plus beaux monuments de Rome, le Colisée. Vous le voyez, ce soir, il fourmille encore de monde. Cette cérémonie sera donc aussi un défi sécuritaire. Tout au long du parcours, les hélicoptères de la police font des repérages cet après-midi. Et au poste de commandement, on a repéré un drone qui survolait la zone avant de s'éloigner. Tout est scruté à distance sur ces écrans. On est déjà en train de contrôler en permanence la place Saint-Pierre. C'est un moment historique et ça demande un investissement énorme. Car les fidèles sont nombreux à vouloir accompagner le pape jusqu'à son inhumation. Je dis merci à notre pape François pour tout ce qu'il nous a donné. À la basilique Sainte-Marie-Majeure cet après-midi, les visiteurs se pressent pour se prendre en photo devant les palissades qui cachent encore le tombeau de François. 200 000 visiteurs, 3 000 journalistes devraient être présents demain. On est là depuis samedi dernier, oui, là on a vu l'effervescence arriver, incroyable. Avant le pape, demain, les derniers visiteurs quittent la place Saint-Pierre. Ce soir, le Vatican s'apprête à tourner une page de son histoire. Et outre les préparatifs des funérailles, les cardinaux commencent à penser à la suite. Le conclave qui sera chargé de désigner le prochain pape. 5 cardinaux français, parmi lesquels l'archevêque de Marseille et l'évêque d'Ajaccio, vont pouvoir voter. Arrivés dès hier à Rome, ils participent déjà aux discussions. Aucun nom n'est avancé. Pour le moment, il s'agit de réfléchir à la mission du prochain pape. Raphaël Chapira et Marion Huguet. À l'entrée de l'église Saint-Louis des Français de Rome, la foule des grands jours. Hier soir, l'Église nationale de France célébrait une messe en l'honneur de François. Présidée par le plus célèbre des cardinaux français, Jean-Marc Aveline, à la tête de la conférence des évêques de France. 1h30 de prière et d'hommage au pape défunt. À ses côtés, 3 autres cardinaux électeurs, mais aussi potentiels futurs papes. À la sortie, il semble bien y avoir un favori. Considéré comme un potentiel successeur de François, Jean-Marc Aveline ne s'attarde pas devant notre caméra. Comment vous appréhendez les jours qui arrivent? Merci. Avec confiance, tout simplement, avec confiance et recueillement. Et merci à toi, merci. Je vous en prie. Et si c'était vous, votre nom revient ces derniers jours? C'est pas la question. Tous se réunissent déjà depuis plusieurs jours en congrégation avec leurs homologues venus du monde entier pour préparer cette élection, dans un contexte de grande tension internationale. Parce qu'on se sent très petit, nous devons prendre des décisions pour toute l'Église. Puis il y a une menace de la guerre, d'une guerre qui n'a jamais existé dans toute mon histoire personnelle. Il y a des changements rapides et cela va bouleverser le monde. Bien sûr, aucun n'avance pour l'heure de nom, mais tous, nommés par François, voudraient bien que son successeur s'inscrive dans la continuité. Le pape François a essayé d'humaniser l'Église, et humaniser l'Église ne suffit pas à la banaliser ou la désacraliser. Il faut continuer à ce mouvement. Les discussions préparatoires se poursuivront jusqu'au conclave, dont la date n'est pas encore connue. Les cardinaux s'enfermeront alors dans la chapelle Sixtine jusqu'à la sortie de la fumée blanche, et avec le nom du successeur de Saint-Pierre. En Argentine, 7 jours de deuil national ont été décrétés dans son pays natal. Le pape François est célébré comme le pape des plus humbles. Dans les quartiers populaires, ils sont nombreux à lui rendre hommage. Reportage à Buenos Aires de Diane Schlinger, Julien Pelletier et Emmanuel. Au pays où le football est religion, c'est bien le défunt pape qui veille encore sur les terrains. Il est argentin, donc il nous représentait. Avec Maradona, il nous protège maintenant. C'est sûrement dans les bidonvilles de Buenos Aires que le pape François est le plus populaire. Là où il a laissé des souvenirs indélébiles dans le cœur des plus démunis. Il venait nous voir avec ce sourire et ça nous donnait de la force. C'était devenu un ami, on discutait. Je me souviens, il m'a dit de toujours croire à mes rêves. Quand il était encore l'évêque Bergoglio, il se rendait chaque semaine à pied dans cette église de Cacupé, dans l'un des quartiers les plus difficiles de la ville, pour soutenir les actions des prêtres des pauvres, comme le Père Toto.
Là, il y a la soupe populaire. Et là, c'est le foyer pour les retraités. Il a été le premier évêque à nous aider à vouloir une église qui s'organise en fonction des besoins du quartier. Ici, tous ces retraités, ou presque, connaissaient personnellement le pape François. C'est la confirmation de mon mari avec François, avant qu'il ne soit pape, bien sûr. Ma fille était addicte. L'évêque Bergoglio venait toutes les semaines pour parler aux enfants du foyer, de jeunes drogués, leur donner des conseils, les aider. Quand il est mort, ça m'a fait très mal. Je lui serai éternellement reconnaissante. Une fois élu pape, François n'est jamais revenu en Argentine. Mais il a continué à entretenir des liens étroits avec ses racines. Cette famille en est la preuve. Par 3 fois, ils ont été invités au Vatican. C'était au mois d'août. Dès qu'il a vu les enfants, il leur a offert des caramels. Je me suis dit, ça va, il est toujours argentin. Il n'a pas perdu son accent, sa façon d'être. Et il se souvenait encore bien de nous. Federico Walsh a été le secrétaire particulier de l'évêque Bergoglio pendant 6 ans. Plus qu'un ami, il est devenu comme une figure paternelle. Quand il est devenu pape, il aurait pu nous oublier, se préoccuper moins de nous. Mais non, il nous écrivait, il nous téléphonait. Quand il a appris que ma belle-mère était décédée, il a appelé ma femme. Il était le pape, mais il prenait toujours du temps pour les autres. Pour dire un dernier adieu au pape des pauvres, les Argentins organisent une grande marche demain dans les rues de Buenos Aires à la rencontre des plus démunis, une façon de perpétuer l'héritage du pape François. Et en direct de Rome, on va retrouver Raphaël Chapira. Bonsoir Raphaël. Quels seront, Raphaël, les temps forts de la journée de demain ? Eh bien, demain, cela commencera par une première procession, la sortie du cercueil de François depuis l'intérieur de la basilique jusqu'au parvis, là où se déroulera l'intégralité de la messe présidée par le doyen du collège des cardinaux. 160 délégations officielles, 4000 prêtres, une cinquantaine de proches de François sont attendus. Puis bien sûr, la nouveauté cette fois-ci, c'est cette procession dans les rues de Rome jusqu'à la basilique Sainte-Marie-Majeure où François sera inhumé. Un dernier voyage au milieu des fidèles sur un parcours qui s'annonce absolument majestueux, au cœur du Forum romain, au pied du Colisée. Et puis au bout de ce parcours, comme François l'a souhaité, le cortège funèbre sera accueilli par un groupe de personnes démunies. Ce seront eux les derniers à lui rendre un hommage public, tout un symbole pour ce pape qui a apporté tant de soins à parler des plus pauvres et des personnes en marge. Raphaël, et vous pourrez suivre toute la cérémonie des obsèques en direct sur France 2 dès 8h du matin, édition spéciale avec Julien Bugier et tous nos invités. Juste avant de décoller pour Rome, pour le premier déplacement à l'étranger de son second mandat, Donald Trump s'est exprimé sur les négociations en cours sur l'Ukraine. La Russie gardera la Crimée et Zelensky comprend ça, a assuré le président américain. Faux, a rétorqué le président ukrainien, qui assure lui au contraire que la Crimée appartient à l'Ukraine et que sa position reste inchangée. Cette question à présent, faut-il exploiter les richesses minières des grands fonds sous-marins ? La question divise la communauté internationale. Donald Trump, lui, a tranché. Le président américain vient de signer un décret pour autoriser l'extraction des minerais à grande échelle, y compris dans les eaux internationales. Les défenseurs de l'environnement s'alarment des conséquences potentiellement catastrophiques pour le climat et les océans. Sophie Lançon et Philippe Legaune. C'est une simple signature qui ébranle toute la communauté scientifique. Donald Trump veut extraire à grande échelle les minerais du fond de l'océan, même dans les eaux internationales, sanctuarisées par des accords entre les États. Parmi les trésors recherchés, les nodules, ces sortes de galets noirs, riches en minéraux comme le cuivre, le nickel, le cobalt et le manganèse. Indispensables pour fabriquer des voitures électriques ou encore des smartphones. Mais pour les extraire, des robots doivent descendre jusqu'à 5000 mètres de profondeur, projetant lumière, bruit et nuages de sédiments dans ce monde du silence. Les minerais sont extraits par tuyaux, traités à la surface. Les déchets sont ensuite rejetés à la mer, avec des particules potentiellement toxiques pour les espèces. Les scientifiques disent qu'on n'a pas actuellement suffisamment de connaissances pour dire que cette exploitation n'aura pas d'impact majeur sur le fonctionnement global de l'océan. Ça peut dépasser complètement la disparition de 3 espèces, 4 espèces.
tout l'équilibre de l'océan qui pourrait être menacé. Les scientifiques demandent un moratoire, le temps d'avancer dans leurs recherches. Les associations de défense de l'environnement redoutent, elles, que ce passage en force, sans respect du droit international, inspire d'autres pays. On a un risque que, oui, d'autres pays s'engouffrent dans la brèche et que voilà, la Russie et la Chine, pour ne citer qu'eux, pourraient dire bon, bah, si les États-Unis y vont, on va y aller aussi. Et là, la haute mer se transforme en Far West et c'est premier arrivé, premier servi. Selon Washington, l'extraction minière en eau profonde pourrait rapporter gros, 300 milliards de dollars et la création de 100 000 emplois. Beaucoup d'analystes restent prudents. Difficile de savoir si l'investissement est réellement rentable, car l'extraction est très coûteuse et le bénéfice encore incertain. Et c'est une conséquence du retour au pouvoir de Donald Trump et de ses revirements stratégiques. L'Europe a décidé d'investir massivement pour renforcer son industrie de défense. Une illustration très concrète des mutations économiques en cours. La fonderie de Bretagne, ancienne filiale de Renault, sera reprise par Europlasma. Elle ne fabriquera plus des pièces pour les voitures, mais des obus. La décision a été rendue aujourd'hui par le tribunal de commerce de Rennes. Plus de 250 emplois devraient être sauvés. David Bouhéry avec Nicolas Corbar et Johan Etienne. Ils viennent tout juste d'apprendre la bonne nouvelle. Le tribunal de commerce de Rennes donne son feu vert à la reprise de leur usine par le groupe Europlasma spécialisé dans l'armement. Beaucoup d'émotions après des mois d'angoisse. Ouais, soulagé là. Franchement, ça fait un moment qu'on attend ça et voilà, là ça fait du bien. On va pouvoir décompresser un peu. On nous avait annoncé 2 fois qu'on fermait quand même au mois de décembre. On s'est battu, on a fait bouger le gouvernement. Tout un symbole. La reprise sera effective le 1er mai et va permettre de sauvegarder 266 emplois sur les 286 postes. Tout le monde s'est mobilisé, mais avant tout, on doit tout ça à la mobilisation des salariés qui a été forte et qui a payé. La fonderie de Bretagne, ancienne filiale de Renault, fabriquait jusqu'à maintenant des pièces en fonte pour l'automobile. Mais demain, elle produira des obus en acier. Une opportunité présentée par le PDG d'Europlasma. Le 16 avril dernier, il expliquait que l'usine bretonne avait de vrais atouts. À Caudan, vous avez un outil industriel qui est ultra performant immédiatement, qui est très très moderne. Il y a encore des choses à améliorer, mais la réalité, c'est qu'il y a eu énormément d'investissements depuis 10 ans à Caudan. Objectif, produire 250 000 obus d'ici la fin de l'année et le double l'an prochain. Car il faut produire plus et plus vite avec la guerre en Ukraine. Une condition indispensable pour la viabilité de ce projet, selon ce spécialiste. Il y a besoin de financement pour faire cette reconversion. Et pour obtenir ces financements, eh bien, il faut que ces entreprises aient une bonne visibilité sur leur carnet de commandes. Et pour ça, il n'y a évidemment que les États qui peuvent passer commande. Il faut que ces commandes, donc, elles soient massives. Un pari industriel ambitieux, Europlasma promet d'investir 15 millions d'euros en 3 ans et prend l'engagement qu'il n'y aura aucun licenciement ni départ contraint. Notre grand format de ce soir s'intéresse aux arénas, ces grands stades multifonctions qui accueillent des milliers de spectateurs, aussi bien pour des manifestations sportives que pour des concerts. Plus que des stades, ces complexes de divertissement sont devenus de véritables pôles d'attractivité un peu partout en France. Vous allez voir, les chantiers se multiplient. Catherine Rougy et Amy Stervinou. Elles accueillent des méga-concerts et des sports spectaculaires. Voient triompher des champions olympiques et des stars légendaires. Les salles Arena qui se transforment en un clin d'œil. Ce soir à Lyon, pas de match. Mais sur le terrain, un capitaine. La salle pour Chris, est-ce que je pourrais avoir un électro à court pour le son, s'il vous plaît? Et des équipes pour monter la scène, les décors, les lumières. Depuis 7 h du matin, 80 techniciens transforment cette enceinte sportive en arène musicale. C'est une partition qui est millimétrée, il n'y a pas d'improvisation. Chacun sait ce qu'il a à faire, dans quel ordre il a à le faire. C'est un peu comme un marathon tous les jours. Le challenge, c'est que le plateau soit prêt pour l'arrivée de l'artiste, pour les répétitions de l'après-midi. 15 h, les balances, avec l'artiste du jour, Pierre Garnier. Qu'est-ce que ça représente de jouer dans une salle comme ça ? Beaucoup. Enfin, c'est grand en fait. À Lyon, c'est vrai que on peut appeler ça un peu un mini Bercy finalement. Donc j'ai hâte de voir en fait ce que ça donne. Jusqu'à 16 000 places pour cette salle modulable, ouverte en 2023 et qui a coûté 160 millions d'euros.
Et plus il y a d'événements, plus il y a de recettes. On pense qu'on peut monter entre 120 en moyenne à 130 événements par année, ce qui est déjà un beau challenge puisque ça veut dire un événement tous les 3 jours. Une fréquence pas encore atteinte, mais un objectif pour les actionnaires 100% privés. Pour la rentabiliser, ils louent la salle et misent aussi sur la restauration produite sur place. Tout peut être prêt pour 18h30. Puis proposer dans 14 points de vente et sur le nombre d'entrées. 12 000 billets écoulés ce soir-là. De 40 € la place en fosse jusqu'à 230 € dans les loges et les salons. 2 heures de musique et à la sortie, des spectateurs emballés par leur soirée. L'acoustique, le son, aux oreilles, c'est vachement bien fait, enfin, c'est bluffant. C'est le visuel, ça rend quelque chose d'extraordinaire avec toutes les lumières, les écrans. C'est toujours un plaisir de revenir. Depuis 15 ans, les arénas se multiplient en France, portés par l'engouement du public pour la musique. Au Sable d'Olonne, le chantier est en cours. Ici, pas d'argent privé, ce sont les collectivités qui investissent. À terme, un complexe de 4 salles dédiées à toute forme de sport et d'art, dont cette salle au concept inédit. On aura des tribunes télescopiques qui vont se déployer à partir du premier niveau. Au-dessus, on aura le balcon fixe. Et la grande particularité, c'est qu'en arrière-scène, on aura une double paroi qui permettra d'avoir une grande baie vitrée de 20 mètres de long qui peut entièrement se rétracter et s'ouvrir sur un théâtre de verdure extérieure. Et ce n'est pas tout. Juste en face, l'Arena Forum, capable d'accueillir plus de 18 000 personnes. Et ça, tous ces espaces-là, c'est des loges, ça. Pour ce producteur, cet équipement possède tous les atouts pour faire le plein. Vous avez une salle, cette espèce d'outil de haute technologie avec un rapport qualité-prix qui est très raisonnable, mais les gens vont venir en masse ici. C'est une évidence. Coût des travaux, 59 millions d'euros. Et ici, c'est vraiment dans le prolongement du mur, quoi. Mais le maire espère des retombées économiques sur tout le territoire. On n'est pas là pour gagner de l'argent, on est là pour favoriser une qualité de vie d'abord pour les habitants de l'agglomération et on est là pour conforter une dynamique. Et le dynamisme, c'est de la fréquentation. La fréquentation, c'est de la consommation dans les restaurants, dans les hôtels. Inauguration le 29 juin avec une programmation de prestige, le groupe de hip-hop américain Black Eyed Peas. Tout de suite, 20h30 le vendredi, Laurent Delahousse nous emmène dans les coulisses d'un concert mythique.